Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de la soirée dont voici les titres. Situation quotidienne concernant le Covid-19 dans notre pays, 60 patients guéris, 97 nouveaux cas, dont 14 cas communautaires sur 1199 tests réalisés. 11 cas graves sont dans les services de réanimation. La ville de Thiès s'occupe des enfants en situation de rue en cette période de pandémie. 15 000 repas distribués au quotidien. Une initiative soutenue par la région médicale et les acteurs communautaires pour mieux protéger cette couche vulnérable. Et enfin, l'Eid el-Fitr ou Korité, on s'y achemine car bientôt la fin du jeûne. Retour dans cette édition sur la signification de cette fête qui marque la fin d'un mois de privation et de dévotion chez les musulmans. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout d'abord, ce communiqué du ministère de la Justice à l'occasion de la fête de Korité marquant la fin du Ramadan. Le président de la République, en application de ses prérogatives constitutionnelles, a gracié 1021 personnes détenues dans divers établissements pénitentiaires du pays. Le chef de l'État offre ainsi à des condamnés définitifs une chance de passer les fêtes avec leur famille et de renouer avec le tissu social. La mesure de clémence concerne des délinquants primaires, des condamnés présentant des gages de resocialisation, des mineurs et des personnes souffrant de maladies graves. Covid-19, point du jour, 97 cas positifs, dont 83 contacts et 14 cas issus de la transmission communautaire sur les 1199 tests réalisés. Le docteur Aloyse Ali Diouf, porte-parole du ministère de la Santé, nous livre les détails. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1199 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 83 cas contacts suivis par nos services, 14 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit. Cambérène 1, Derklé 1, Cité Bissap 1, Yoff 1, Guédiawaye 4, Almadies 1, Ngor 1, Liberté 4 1, Avenue Lamine Gueye 1, Keur Massar 1 et Touba 1. 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 2900 cas ont été déclarés positifs, dont 1311 guéris, 33 décès et donc 1564 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à davantage respecter les mesures de prévention individuelle et collective. Aide alimentaire d'urgence, le ministre du Développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale a procédé au lancement de la distribution dans la commune de Darussalam, située dans le département de Mbacké. La région du Baol compte 98 646 bénéficiaires. C'est un compte rendu de notre consort correspondante de Radio Sénégal, Tida Sané. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, bien accueilli par les habitants de Darussalam Type, une commune située à 15 km de Mbacké, la remise symbolique de kits alimentaires aux ménages vulnérables marque ainsi le démarrage officiel de la distribution de l'aide alimentaire dans la région. La région de Diourbel
fait partie des 3 premières régions en termes de volume qui reçoit cette aide alimentaire. Donc c'est une région particulière avec la commune, celle de Touba, qui est la commune qui reçoit le plus de volume par rapport à l'appui alimentaire. Rien que pour la commune de Touba, environ 37 000 ménages seront bénéficiaires de cet appui alimentaire. La commune a un quota de 417 ménages. Le maire promet de veiller à la transparence de l'opération. Les bénéficiaires apprécient. À cause du coronavirus, toutes nos activités ont connu un coup d'arrêt, mais le président de la République nous a soutenus. Aider son prochain à faire face à une difficulté, c'est bien. Nous vous remercions beaucoup et prions pour la fin de l'épidémie. À Diourbel, 98 646 ménages vulnérables vont recevoir l'aide alimentaire d'urgence dans le cadre de la riposte à la pandémie de la Covid-19 répartie entre les départements de Diourbel, Bambey et Mbacké. 15 000 repas quotidiens aux talibés de la ville de Thiès. C'est le vœu de la municipalité qui devient réalité. Les Badjanougor et les Yaoudara, soutenus par la région médicale, sont à l'œuvre depuis plus d'1 mois. De la préparation à la distribution des repas, c'est toute une chaîne logistique. Il s'agit de mettre les talibés de la cité du rail à l'abri du Covid-19. Oumar Diaw. C'est un énorme défi que la municipalité de Thiès veut relever. Elle a lancé après de larges concertations le Wañu Dara, ou le resto des écoles coraniques, avec 2000 repas en phase test dès le 14 avril. Dès le jeudi 16, nous y avons 10 000, avec une dépense quotidienne de 3 887 500. Depuis plus d'une semaine, le chiffre est monté à 15 000 talibés par jour. Cette initiative du cœur réunit les Yaoudara et les Badjanougor. lëkkaloo gi am diggante bàjjenu gox ak yaay daara dafa tax ci bëri si ñoom bu ñu xëyee dañuy fekk si yaay daara yi si waañ bi. Les marraines de quartier supervisent les aspects liés à la diététique et à l'hygiène. Elles sont présentes sur les lieux de préparation et de distribution. Volet hygiène bi nag mooy ñu respecter les mesures barrières. Volet hygiène bi mooy ñi dugg ci waañ bi yëpp ñu takk masque. Feebar bi dañu wax ni buñ ko wàllu kenn mais ñu nit buñ ko fi indi. 99 marmites sortent de cette cuisine installée dans l'arrière-cour de la mairie. Wana bu nekk dinañ ci sóor ñaar fukki kilo ak juróom togg yi nag wax dëgg yàlla amul dara lu fi manqué su dee dañuy togg yàpp monsieur le maire dina dee juróomi nag mbaa juróom-benn. Cet appui alimentaire sécurise des milliers d'enfants vulnérables. Quand les enfants sont malnutris, là vraiment il y a une déficience du système immunitaire et les enfants sont exposés. La nutrition joue un rôle dans ce cadre-là. Cette exposition inquiète les maîtres coraniques qui mesurent le poids de leurs responsabilités. ñun ñi nga xam ne ñoo yore njaboot yu ndaw ci ñun ñoo gën a am tiitaange ndax li ko waral ñu néew doole yi ci suñu loxo la leen yàlla teg. Certains de ces enfants sont orphelins ou issus de familles déshéritées. Les nourrir correctement sans rien attendre en retour est un acte de solidarité, de générosité et de foi. Éducation, la tutelle était ce vendredi à Rufisque et à Thiès. Mamadou Talla a sur place procédé au lancement des opérations de désinfection et de nettoiement des différentes écoles. L'objectif est d'assurer aux apprenants et à leurs encadreurs de bonnes conditions d'études. C'est un reportage signé Pape Collingham. École élémentaire Centriale dans la commune de Rufisque-Ouest. Première étape de la visite du ministre de l'Éducation nationale et sa délégation. Ici, le service national d'hygiène et l'unité de coordination de gestion des ordures entrent en action. Objectif, désinfecter et assainir l'école pour accueillir les élèves le 2 juin prochain. Toutes les conditions pour la reprise au 2 est assurée. Toutes les conditions pédagogiques même, ont été respectés. Thiès, deuxième étape de la visite. Autorités territoriales et éducatives ont fini de mobiliser les gros moyens pour appuyer les efforts de l'État. Le conseil départemental a réaménagé son budget pour mobiliser une enveloppe de 25 millions pour accompagner l'Académie de Thiès. Nous avons, comme vous l'avez constaté, acheté
10 machines de pulvérisation et de désinfection mis à la disposition de l'académie. Parce que nous sommes convaincus que la désinfection et la désinsectisation des établissements publics doit être maintenant quelque chose de permanent. Au niveau de la ville, nous avons décidé donc de contribuer par les masques, par les produits d'hygiène et par un accompagnement que nous allons remettre au service d'hygiène qui va se charger donc de la désinfection. Mais également, nous lançons un appel à l'ensemble des ASC, à l'ensemble des jeunes thiessois, à l'ensemble des étudiants, à l'ensemble des éclaireurs pour un week-end de Setal les 29 et 30 mai. À Rufisque comme à Thiès, le ministre de l'Éducation nationale a remis aux autorités éducatives d'importants lots de matériel d'équipement et des produits d'hygiène. Mamadou Talla s'est aussi félicité de l'engagement des collectivités territoriales pour réussir le pari de la reprise des cours. Pour les autres élèves également, nous avons ramené les duplicopieurs. Les duplicopieurs pour tout le département de Thiès. Donc c'est des machines qui peuvent faire des photocopies vraiment en un temps extrêmement court de l'ensemble des cours de tous les élèves qui sont dans les classes intermédiaires comme on dit. Et deuxièmement, nous avons ramené 1000 thermoflash qui sont là avec nous. Nous avons ramené 200 000 masques également qui sont ici avec nous. Et également des systèmes de lavage et d'autres, et des produits de savon, etc. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce que j'ai vu à l'entrée. Désinfecter d'abord les écoles. Et ça, nous l'avons fait tout à l'heure à Rufisque. Et ici également, j'ai trouvé qu'il y a ce qu'il faut en termes de machines et en termes de carburant, les prévisions sont faites. Après Thiès et Rufisque, la caravane de remise du matériel et de produits d'hygiène aux écoles est attendue dans les autres régions. Pape Collingham, toujours dans le cadre du retour à l'école de juin prochain, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et de l'artisanat s'est rendu à Fatick pour voir le dispositif mis en place. Un lot de 30 000 masques a été réceptionné à l'occasion. Dame Diop a également appuyé les acteurs scolaires en matériel de protection et de nettoiement. Claire Diop. La reprise des cours par les élèves en classe d'examen ce 2 juin se prépare activement à Fatick. Le constat est fait par le ministre en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Dame Diop a tenu à faire le déplacement pour constater de visu les dispositions prises dans les écoles élémentaires de formation professionnelle et lycées techniques. Je suis absolument comblé de voir que l'ensemble des acteurs qui tournent autour de l'école se sont mobilisés autour des directeurs, autour du gouverneur, du préfet, pour que cette reprise se fasse dans de bonnes conditions. Nous avons donc constaté que l'opération de désinfection des salles de classe, de nettoiement, de respect des mesures barrières sont en train d'être mises en place ici à Fatick. Je voulais me réjouir et féliciter Madame le gouverneur en tant que présidente du comité régional pour toutes ces activités. En marge de la cérémonie, le ministre a réceptionné quelques 30 000 masques normalisés conçus par les artisans locaux. Une manière pour ces acteurs d'appuyer le comité de gestion des épidémies dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Nous avons eu un projet au ministère, accompagné par le projet PEJA, une opération de 1 million de masques sur l'ensemble du territoire sénégalais. Ce million de masques a été réparti sur l'ensemble des régions du Sénégal. Et Fatick, les artisans de Fatick, les couturiers de Fatick ont été les premiers à livrer leur commande de 30 000 masques. Je voudrais donc les féliciter, Monsieur le Président, et les encourager parce que l'État était à leur côté pendant cette période difficile de pandémie pour leur permettre de continuer leur activité, de gagner un peu d'argent, mais aussi d'avoir la main pour faire des masques normalisés. Fatick fait désormais partie des régions affectées par la pathologie. Un cas est enregistré dans la commune. Pour une meilleure gestion de la crise, la mairie a dégagé une enveloppe de 10 millions de francs CFA, mais pas que. Nous leur avons demandé de faire l'expression des besoins. Parce que quand on veut accompagner les techniciens, il ne faut pas aller acheter et leur donner. Il faut leur demander quels sont les besoins urgent et essayer de régler cela. C'est ce qu'on a fait. Et après, nous avons fait une commande de 30 000 masques que j'ai déjà livré au niveau de la ville. Il nous reste certainement d'autres. Nous sommes en train de nous mobiliser pour trouver des masques. Nous avons fait la commande des lave-mains pour toutes
toutes les écoles de la commune. L'implication de tous les acteurs de l'éducation, notamment des parents d'élèves, est demandée pour la réussite du processus. Le ministre a remis au comité de gestion des épidémies de fatigue du matériel d'entretien et de protection pour les élèves et le corps enseignant. L'autorité a également visité les chantiers du nouveau centre régional de formation professionnelle de fatigue. L'état d'avancement des travaux est jugé satisfaisant. En marge de cette visite, le ministre Dame Diop s'est également prononcé sur la question de l'industrialisation de la production de masques et le financement de l'État pour son développement. Nous écoutons Dame Diop au micro de Claire Diop toujours. Le président de la République compte beaucoup sur l'industrialisation de notre pays. Et le secteur artisanal est le soubassement d'une bonne industrialisation au Sénégal. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, avec ses partenaires, a un programme aujourd'hui de 30 milliards de francs CFA. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire du Sénégal. Nous avons un programme de 30 milliards qui nous permet d'accompagner l'artisanat. Et ce programme devrait nous permettre de créer, comme je le dis souvent, des champions artisanaux qui seront le soubassement d'une industrialisation, donc d'une formalisation. Et je me réjouis quand même que ce programme avance très bien et que très prochainement, Inch'Allah, on devrait avoir des vrais artisans qui vont encore gagner des parts de marché dans la commande publique, mais aussi qui vont servir d'espace de formation pour les jeunes apprentis comme nous les connaissons. Intéressons-nous à l'environnement, journée internationale de la diversité biologique. C'est ce vendredi qu'elle a été célébrée. Nos solutions sont dans la nature. C'est la thématique de cette année. C'est le site Arboretum de la forêt classée de Mbao qui a abrité les activités. Il participe à la conservation du patrimoine écologique du pays. Plusieurs espèces végétales y sont cultivées. Lamine Touré. Des milans noirs en parade nuptiale au-dessus de la forêt classée de Mbao, un arboretum vivant, un Sénégal en miniature géoécologique avec une ouverture jusqu'à Madagascar, comme le témoigne ce palmier piquant. Il faudrait que donc dans cet arboretum-là, sur à peu près 5 hectares, qu'on ait une projection, on essaie de transplanter, de conduire, de domicilier, disons de domestiquer des espèces qui sont dans les zones écogéographique du Sénégal. Ici, le pays met en œuvre la Convention internationale sur la diversité biologique, des espèces végétales qui offrent un aire de repos idéal pour le petit kalawa bec noir et tant d'autres créatures. Notre pays, le Sénégal, a signé et ratifié la Convention internationale de la diversité biologique en 1994 avec des objectifs. Premièrement, la conservation de la biodiversité. Deuxièmement, l'utilisation durable de ces éléments. Troisièmement, le partage juste et équitable des ressources ou des avantages qu'on pourrait tirer de l'exploitation des espèces génétiques. Vous savez également que notre pays, le Sénégal, est très riche en biodiversité. Nous avons dénombré près de 1830 espèces qui sont identifiées. Un poumon vert, le seul restant de Dakar, bâti sur un peu plus de 700 hectares. Les menaces sur le site ne manquent pas. Il est de notre devoir de protéger non seulement cette forêt, mais de rendre cette forêt beaucoup plus riche. Vous avez vu tout à l'heure le régional faire le point sur toutes les actions qui sont entreprises, notamment la sécurisation, parce qu'il faut d'abord que la forêt soit sécurisée. Nous avons vu quelques débuts d'agression de cette forêt à des endroits et des dispositions sont bien sûr en train d'être prises, notamment du côté de Petit Mbao, là où la forêt est contiguë à des habitations. Nous allons faire en sorte que nous mettons soit un mur végétal, soit un mur en béton. La valorisation de l'arboretum de Mbao est en cours. La Journée internationale de la diversité biologique est une occasion pour la tutelle de revenir sur les grands chantiers du site. Nous voulons avoir une cavalerie d'abord, une cavalerie forestière. Cette cavalerie, elle est importante. La deuxième chose, vous avez vu qu'ils sont en train d'aménager des pistes pour permettre à ceux qui veulent venir visiter ces merveilleux endroits de pouvoir le faire sans difficulté. La deuxième chose, c'est que nous envisageons,
on est dans la diversité biologique. Quand on parle de la diversité biologique, naturellement, ce n'est pas seulement les espèces végétales, mais il y a également les animaux. Donc c'est la raison pour laquelle nous ambitionnons de mettre en place ici un parc animalier pour compléter un peu cette biodiversité. L'édition 2020 de la diversité biologique est particulière pour cause de pandémie de la Covid-19. L'appauvrissement de la biodiversité inquiète les autorités internationales. Il n'y a pas de poison dans les bouillons. Le consommateur sénégalais peut être rassuré. Tout ce qui se fait dans les circuits formels est contrôlé. C'est une précision du Laboratoire national d'analyse et de contrôle, un démembrement du ministère du Commerce et des PME, où plus de 5000 échantillons sont analysés chaque année. Louis-Philippe Sagna nous en dit plus. Créé en 1939 pour la répression des fraudes en Afrique occidentale française, ce laboratoire est devenu un établissement public à caractère industriel et commercial. Le laboratoire national d'analyse et de contrôle, l'ANAC, donc c'est un établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC, doté d'une autonomie administrative et financière, accrédité par le comité français d'accréditation. Pour mieux assurer ses missions de contrôle de la qualité des produits alimentaires et non alimentaires, ce lieu dispose d'une section chargée des analyses chimiques. Tout aliment contient des matières physiques ou chimiques qui peuvent nuire à la santé ou bien qui font partie de la qualité intrinsèque du produit. À côté des analyses physico-chimiques, il y a celles microbiologiques. On cherche si le produit n'a pas de germes pathogènes qui peuvent entraîner une intoxication alimentaire, comme les salmonelles ou les staphylococcus coagulaires plus ou les E. coli. La consommation de certains produits, comme les bouillons, suscite beaucoup de commentaires. Le composé essentiel du bouillon, c'est le sel iodé. Un bouillon est à 55% sel. 55% sel. Accrédité par le comité français d'accréditation depuis 2015, le laboratoire national d'analyse et de contrôle est placé sous la tutelle technique du ministère du Commerce et des PME. Le laboratoire d'analyse et de contrôle permet au ministère d'assurer la protection du consommateur. Puisque, comme vous le savez, avant qu'un produit ne soit mis sur le marché, il doit faire l'objet de contrôle. Quand les résultats sont concluants, c'est à ce moment-là qu'on délivre une autorisation d'importation du produit ou autorisation de fabrication de produits alimentaires. C'est avec le travail du laboratoire que nous parvenons à le faire. Ici, l'on réaffirme que tout ce qui passe dans les circuits formels est contrôlé. Les équipements de pointe acquis depuis 2006 grâce à la coopération avec le Royaume du Maroc, l'Union européenne et la coopération belge ont permis de renforcer ses capacités. Philippe Sagna, le ministère de l'Hygiène publique prend les devants sur le désencombrement du tracé du BRT, le bus rapide transit. Il s'agit d'améliorer la mobilité urbaine. Nuit de désencombrement à Liberté 6. C'est un reportage signé Issa Tchorogay. Axe rond-point Liberté 6, rond-point JVC, une artère totalement débarrassée de ses épaves, de ses tables, de ses gravats, de ses pousse-pousse. La voie est donc libre pour mener à bien les chantiers du BRT, le bus rapide transit. Nous sommes dans le tracé du BRT. Effectivement, nous anticipons un peu sur le désencombrement et sur les aménagements futurs de cette avenue-là, qui sera un des axes forts et une des grandes artères de Dakar. En tout cas, une épine dorsale qui devra avoir aussi un autre aspect très important de ce que nous faisons, c'est-à-dire l'amélioration de la mobilité urbaine. Parce qu'effectivement, nous sommes sur une grande voie et vous avez vu que c'était très encombré. Et cela aussi est parfois accidentogène parce qu'il y avait des cantines qui débordaient sur l'emprise de la chaussée. Toutes les forces s'étaient mobilisées pour la conduite des opérations de désencombrement entre rond-point Liberté 6 et rond-point JVC, sous la coordination du ministère de l'Hygiène publique qui accorde une part importante au suivi de ces opérations. Quand quelqu'un vient s'installer devant chez vous, en citoyen, vous avez aussi le droit de le rappeler à l'ordre.
ou en tout cas d'aviser les autorités compétentes pour éviter que ces choses-là se fassent. Effectivement, vous avez bien vu que derrière nous, c'était le rond-point Libertis. On a tenu quand même plus d'une semaine, voire une dizaine de jours pour faire des opérations et c'est cette continuation-là que nous faisons. Tout au long du tracé du BRT, le désencombrement s'est donc appliqué. Le ministère de l'Hygiène publique trace ainsi la voie de la modernité en toute sécurité. La filière avicole ne fait pas exception aux impacts causés par la pandémie du Covid-19. Le secteur a été fortement impacté, notamment dans la zone des Niayes, qui produisait des milliers de sujets. Les éleveurs peinent à se relever. Certains d'entre eux n'ont plus de quoi nourrir leurs poussins. Devant ces situations désastreuses, l'État n'est pas resté les mains croisées. Suivons cette enquête réalisée par Ibrahim Andong. Poids plume ou la masse de la déception. Après 33 jours d'élevage, les sujets peinent à atteindre leur croissance normale. Une situation inhabituelle, méconnue par ces aviculteurs. Maximum, il devait avoir 35 jours pour 1,8 kg qu'on vend ça. Mais actuellement, on est 33 jours, même pas 1 kg à cause d'un manque d'aliments. Un manque d'aliments qui s'explique par l'absence de moyens financiers. Conséquence, cette bande de 3000 sujets est mal nourrie. Parce que les clients qui viennent de prendre l'autre bande qui est passée n'ont pas encore payé tout. C'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas forcer les clients parce qu'à cause de cette maladie, de cette période. Chacun a des problèmes. Problème, problème, problème. C'est le refrain de tous les acteurs. Dans la zone des Niayes, la situation des aviculteurs est sans précédent. Ils sont profondément touchés par les conséquences du Covid-19. Ce gérant de plumeuse ne dira pas le contraire. L'année dernière, à pareil moment, toutes ces 3 machines tournaient à plein régime. 3 machines de 52 doigts. Aujourd'hui, nous faisons tourner exactement une seule machine. Parce que les producteurs ont des problèmes. Les commandes déjà reçues à cette heure de l'après-midi nous édifient sur la situation du moment. À cette heure-ci, nous sommes à peu près vers 500 à 550. L'année dernière, on était à 3 jours de la Korité, à 2500 jours. Aujourd'hui, on peine à atteindre le cap des 1500 jours. Un gap énorme. Alors, serions-nous tentés de dire que la filière avicole a été testée positive au coronavirus? Une interrogation qui semble trouver sa réponse dans cette ferme. Nous sommes à Déni Biramdao. Ces 2 bâtiments ont chacun une capacité de 10 000 sujets. Aujourd'hui, tout est vide. Pour les 2 bâtiments, on fait 5 bandes par année, ce qui fait 20 000 par année. La dernière fois qu'on l'avait produit, on a vendu les 20% au Banabana, les 80% on les vendait à une entreprise qui nous doit de l'argent. Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas remboursé notre argent. Plus de 2 mois que ces bâtiments ne sont pas occupés. Et pourtant, l'entreprise est dans l'obligation de payer ses créances auprès des banques. On est obligé de diminuer les employés. On fait des traites à la banque, on paye l'électricité, l'eau et le personnel. Là, c'est très difficile. Certes difficile pour l'entreprise, mais elle l'est aussi pour les accouvreurs. Des milliers de poussins ont été étouffés. Une structure telle que Sedima, par exemple, a eu à détruire au moins 500 000 poussins. Des structures telles que Aviboy a eu à détruire au moins, pas moins de 150 000 poussins. D'autres accouvreurs ont aussi subi le même sort, une situation qui se répercute inéluctablement sur le marché. Rufisque. Au coin des poulets, les acteurs s'activent. Entre marchandage, assemblage et plumage, tout y passe. 1,8 kg, 1,7 kg. Le poids de ces poulets varie entre 1,7 kg et 1,8 kg. Ce n'est pas facile d'en avoir parce que les poulaillers ne sont pas suffisamment approvisionnés. À la veille de la Korité, Serigne avait l'habitude de dépasser la barre des 1000 sujets. Mais avec la pandémie, il est obligé de s'adapter.
L'année dernière, à pareil moment, j'avais dépassé les 1000 unités en termes de vente. Pendant le Ramadan et la Korité, on avait écoulé jusqu'à 1500 poulets. Chaque année, nous préparons l'événement qu'on appelle Korité, Ramadan Korité. L'année dernière, en 2019, la filière a eu à mettre en place pendant cette période une dizaine de millions de poulets mis en place pour approvisionner le marché pendant la période de Ramadan et pour la Korité. Devant une telle situation, la réaction des pouvoirs publics est immédiate. C'est un secteur en difficulté du fait des méventes de poulets de chair, mais aussi surtout du fait des méventes aussi d'œufs. Et par rapport à ça, on est en train de discuter avec nos collègues en charge du commerce pour voir une stratégie de les accompagner, surtout dans la partie au stockage. Parce qu'actuellement, un éleveur avicole qui n'arrive pas à stocker ces poulets, il lui sera difficile, voire même impossible, de s'atteler à vouloir introduire une nouvelle bande. Une mise en place qui a connu cette année une forte baisse, estimée à 7 millions, en lieu et place de 10 millions, soit un gap de 3 millions. Pendant ce temps, Covid le gangster continue de dicter sa loi aux grandes dames de la filière avicole. Ibrahim Ndong, dernière capsule Ramadan en cette veille de Korité. Elle est consacrée au sens de la Korité, un moment de grâce après un mois de dévotion. Voici les explications de Imam Sherif Diop, animateur de l'émission Message du Coran sur Radio Sénégal. Il est au micro de Koumba Khatemar. La Korité, c'est le dernier moment, c'est la clôture, c'est la fermeture d'un mois de dévotion où l'individu s'est consacré totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, son importance, le messager d'Allah dit que ce jour de Korité, Allah subhanahu wa ta'ala regarde les hommes, ceux qui avaient jeûné, et prend à témoin les anges et leur dit: soyez témoins que cela je leur ai pardonné. Parce qu'ils ont, comme tout travailleur qui a accompli son travail, il mérite son salaire. Et leur salaire pour le moment, c'est que je leur ai pardonné, je leur ai accordé ma miséricorde. Ça, c'est une faveur inouïe. Mais il y a le fait que la Korité, c'est aussi un moment de reconnaissance. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous reconnaissons tout le bienfait qu'il a fait pour nous. Mais c'est aussi, dans cette reconnaissance, le moment de renforcer les liens, le moment de visites, qui sont uniquement des visites spirituelles, si je peux dire ainsi. Un moment où chaque individu sort maintenant de la période d'immunité. Parce que nous étions dans une période où Satan et les démons ont été enchaînés. Aujourd'hui, la Korité, c'est le jour où on va les déchaîner. Le jour de Korité, c'est le jour où notre nafs va retrouver ses alliés naturels, que sont Satan et les biens de ce monde. Donc à partir de ce moment, chaque individu sortant de ce territoire du Ramadan, entrant dans le territoire du pèlerinage, doit se dire: je vais y entrer avec les mêmes faveurs, les mêmes biens que j'ai vécu durant le Ramadan. C'était là donc la dernière capsule du Ramadan. À côté du combat sans merci contre la pandémie du Covid-19, il se joue au plan mondial une bataille de l'information entre grandes puissances, entre dénonciations, calomnies, fake news, fausses alertes. La pandémie éclipse toutes les autres informations. Seule la Covid compte. Éclipse médiatique pour cause de coronavirus. C'est une chronique signée Amadou Aramcham. Le contrôle de l'information reste toujours un défi dans les relations internationales. Même si le télégraphe, l'écriture ou les chemins de fer ont joué un rôle considérable dans la déterritorialisation de l'information, la Première Guerre mondiale est sans conteste le déclencheur politique de son internationalisation à travers la transmission sans fil et sa forme améliorée qu'est la radio.
La radio, justement, a changé la logique de combat en mettant en synergie les armes et la transmission d'informations sur le théâtre mondial d'opération. Cette piqûre de rappel pour étayer la guerre médiatique autour de la Covid-19 que se mènent les superpuissances sur la scène internationale. Les conflits s'accompagnent souvent de suspicions de manipulation de l'information. La bataille médiatique larvée qui oppose la Chine et les États-Unis en est une parfaite illustration. Gagner le combat de l'information est aussi stratégique pour eux que remporter celui contre la Covid-19. Entre logique d'images et désinformation, les publics sont submergés par un flux qu'ils ne parviennent plus à maîtriser. Presse écrite, radio, télévision, Internet et réseaux sociaux, tous les médias sont mis à contribution pour faire admettre son récit de la maladie. La Covid-19 a réussi même à catalyser tous les programmes des chaînes et des supports de communication autour d'elle. C'est ce qu'on appelle l'éclipse médiatique. Pourtant, au-delà de la pandémie, d'autres défis nous interpellent. La mondialisation après Covid, l'économie après Covid, la culture après Covid, les usages des médias et la consommation de l'information après Covid sont autant de sujets, des problématiques d'importance qu'il importe d'éplucher pour faire taire les égos des géants qui n'ont pour autre ambition que la suprématie. L'actu dans le monde, plus de 5 millions de contaminations et plus de 333 000 décès. C'est le bilan actuel de la pandémie du Covid-19 dans le monde. Ce vendredi, la Chine, d'où est partie la pandémie, a annoncé une réussite majeure dans la lutte contre la maladie. Le récit de Seydina Alunfal. Depuis son apparition en décembre 2019 à Wuhan, en Chine, la pandémie de Covid-19 a contaminé 5 millions de personnes dans le monde et tué plus de 333 000 personnes. Premier pays touché par le Covid-19, mais aussi premier pays à s'en sortir, la Chine a vanté ce vendredi une réussite majeure dans la lutte contre l'épidémie. Pékin est à présent confronté à la tâche immense de relancer son économie en pleine dépression mondiale, a reconnu le Premier ministre chinois à l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire. À l'heure actuelle, l'épidémie n'a pas encore pris fin alors que les tâches qui nous incombent pour promouvoir le développement sont immenses. Nous devons nous efforcer de minimiser les pertes résultant du virus et travailler dur pour atteindre les objectifs et accomplir le travail de développement économique et social cette année. La France dénombre 74 morts ces dernières 24 heures. Le pays poursuit son déconfinement. Ce vendredi, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que la date du second tour des élections municipales a été fixée au dimanche 28 juin. Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique, elle aussi, doit reprendre tous ses droits. C'est pourquoi, le 27 mai prochain, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le second tour des élections municipales le 28 juin prochain. La ville de Wuhan, d'où est partie la pandémie de Covid-19, a annoncé avoir interdit la chasse, l'élevage d'animaux sauvages et leur consommation pour une durée de 5 ans. Il y a plus d'une semaine, la Fédération sénégalaise de football a annoncé différer la reprise du championnat au mois de novembre. Raison invoquée, la pandémie du Covid-19. Une formule de play-down et de play-off a été même retenue. Décision contestée par certains clubs qui la trouvent insensée. Que faut-il comprendre dans cette affaire? Les deux parties sont-elles conciliables? Une nouvelle crise couvre-t-elle dans le milieu du football? Suivant les éclairages de Ibrahim Ombou. Comme tous les secteurs, le football est impacté par la Covid-19. Le ballon rond ne roule plus depuis 2 mois. Devant l'incertitude quant à la fin de la crise sanitaire, la fédération a prévu la reprise du championnat au mois de novembre prochain. Aujourd'hui, il y a un cas de force majeure. Nous n'avons pas encore de certitude par rapport à l'avenir de la pandémie au Sénégal, mais nous avons des repères. Et les meilleurs repères, c'est ceux qui sont donnés par nos autorités médicales et particulièrement aussi nos autorités étatiques. Et la voix du chef de l'État a pesé pour qu'on prenne du recul par mesure de prudence jusqu'au mois de novembre, en se disant qu'on pourrait à ce moment-là terminer notre championnat suivant une formule qui permettra de finir à temps.
Justement, cette formule est la pomme de discorde. Des play-offs pour les équipes du haut de tableau et des play-downs pour celles d'en bas passent mal aux yeux de certains présidents de clubs. C'est un problème aujourd'hui de logique. Si on arrête le championnat en disant que c'est la pandémie, tout le monde va être d'accord. Mais le moment qu'ils ont décidé de nous faire jouer, donc la pandémie actuellement ne se pose plus parce qu'on va jouer. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde les autres pays, que ce soit l'Égypte, ils ont décidé de voter et que c'est la majorité qui l'a emporté. Pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose? Voilà notre revendication. En plus de la formule de play-off et play-down, les clubs contestataires pointent du doigt un manque de concertation avant la prise de décision. Il faut avoir l'élégance de reconnaître ses erreurs. Donc, il y a eu erreur de la part de la fédération. Il n'y a pas eu concertation. Parce que quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est une décision très importante. Donc, c'était opportun d'avoir l'avis de tout le monde pour qu'il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent qu'ils ont été contactés, d'autres disent non. Nous nous sommes rencontrés entre le président de la Ligue professionnelle et le président de la Ligue amateur. Nous avons rencontré le ministre des Sports. Nous avons demandé au président du Collège des Ligues de faire une large consultation à la base au niveau des ligues pour pouvoir nous remonter les informations. Et c'est à partir de là aussi que nous avons constitué deux groupes de travail. Sur cette base-là que nous avons pu raisonnablement statuer. Étant entendu qu'il faut savoir que nous ne pouvions pas mener une concertation plus large que cela. Il y a des freins qui sont d'ordre juridique et administratif que je ne vous rappellerai pas. Aujourd'hui, même le comité exécutif, on n'a pas pu le réunir parce qu'il y a beaucoup de membres qui habitent dans les régions qui ne pouvaient pas se déplacer en raison de l'interdiction des déplacements interurbains. En l'état actuel, chacun campe dans sa position. Certains clubs décident de ne pas jouer en novembre si la formule est maintenue. La fédération, de son côté, compte appliquer les textes dans toute leur rigueur. Quand on dit par exemple, non, je ne vais pas participer à des compétitions, il faut renoncer aux fonds qui sont donnés pour participer à cette compétition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous subventionner pour que vous jouiez, après vous dites non, je ne joue pas. De la même manière aussi que nos textes, nos règlements généraux prévoient le cas des clubs qui décident de se retirer d'une compétition. Elles sont en état de cessation d'activité. Et la conséquence logique, c'est que ces clubs-là sont rétrogradés. Si c'est le cas aussi, leurs joueurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, ont le droit, en vertu de la liberté contractuelle, d'aller voir d'autres clubs qui acceptent de jouer. Parce que la vocation d'un footballeur, c'est de jouer. C'est ces règles que nous, on a tenu à rappeler. On n'en est pas à la prise de sanctions. Nous restons dans notre position. Donc, il faudra reléguer les 5 des clubs qui vont jouer les play-downs. Il y aura le Casa Sport donc, qui va jouer les play-offs. Donc, reléguer 6 ou 7 clubs. Bon, on attend de voir. Moi, je ne suis pas affolé. S'ils veulent vraiment la paix, moi, je veux que la paix. Si je me suis permis aujourd'hui de contacter tous les présidents de première et de deuxième division, c'est pour qu'il y ait un consensus. Parce que la paix n'a pas de prix. Et voilà mon combat. Les deux parties ont devant elles 5 mois pour trouver une solution à cette équation à plusieurs inconnus. Seule certitude, le feu couve. Ne serait-il pas plus pragmatique de l'éteindre avant que les étincelles ne jaillissent sur le football sénégalais? Note de nécrologie dans ce journal. Rappel à Dieu ce matin de Mori Kanté. La légende de la musique africaine s'est éteinte à l'âge de 70 ans. L'interprète de Yeke Yeke, l'un des plus grands tubes africains, il a accédé à la gloire internationale. Véritable virtuose de la kora, Mori Kanté a modernisé les musiques traditionnelles avec les beats électroniques et graves. Il a remporté 16 disques d'or au cours de sa brillante carrière. Retour sur la vie de l'artiste avec Fatou Diouf. Un baobab de la musique africaine est tombé. Le célèbre auteur de la cultissime chanson d'amour, Yeke Yeke, n'est plus. Mori Kanté, celui que l'on surnommait le griot électrique, a quitté ce bas monde à l'âge de 70 ans.
laissant derrière lui un héritage culturel inépuisable. Le maître de la Kora, membre mythique de Rai Band de Bamako, a été honoré par le Nigeria en 1976 à travers le trophée de la voile d'or. En 1985, il devient une star planétaire avec son tube culte Yeke Yeke. L'album Aquaba Beach où figure cette chanson s'est vendu à des millions d'exemplaires et devient un hit parade sur toute la planète. Mori Kanté a révolutionné la musique ouest-africaine en électrifiant son instrument et ouvrant les musiques traditionnelles mandingues aux beats électroniques et aux grooves plus urbains. L'artiste à la voix puissante et captivante est né le 29 mars 1950 à Albadria, en Guinée. Il est issu d'une célèbre famille de griots, poètes, musiciens, dépositaires de la culture orale en Afrique. L'interprète de guinéenne, Makene Teria, est l'un des meilleurs artistes guinéens de tous les temps. Une grande perte pour la culture guinéenne et mondiale. Mori Kanté repose en paix au panthéon des dignes fils de Maman Africa. Il s'en est allé, mais son œuvre reste, paix à son âme. Et ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Paisible nuit en compagnie des programmes de la RTS. Surtout, restez prudents.